Y aura-t-il une fin à cette histoire? Emmanuel Macron a ouvert cette semaine un nouveau cycle de consultation après avoir écarté l'option de nommer Lucie Castet, la candidate du nouveau Front populaire, au poste de première ministre. Cette décision a suscité la colère de la gauche qui dénonce un déni de démocratie. Certaines organisations appellent même à une grande mobilisation populaire et donc à des manifestations le 7 septembre prochain. En attendant, le président poursuit ses consultations à l'Elysée. Mais alors, en quoi tout cela consiste-t-il? Que pourrait-il se passer concrètement dans les prochains jours? C'est Lucien Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui rejoignent ce format ces derniers jours, que ce soit sur YouTube ou alors aussi évidemment en version audio, en version podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, etc. Déjà 43 jours après le second tour des élections législatives et Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de premier ou de première ministre dont le rôle sera ensuite de former un gouvernement. Il a ouvert ce mardi un nouveau cycle de consultation, cycle de consultation et donc de rendez-vous à l'Elysée auquel la France Insoumise ou encore le Rassemblement National n'étaient pas conviés et que les partis de gauche boycottent. Les consultations, elles ont aussi été ouvertes avec des personnalités plus larges au-delà des responsables et des chefs de parti. C'est le cas par exemple de certains élus locaux. Ce jeudi, il a notamment reçu la socialiste Carole Delga. Elle est donc membre du Parti Socialiste, elle est présidente des Régions de France et elle plaide, elle, pour la mise en place d'un gouvernement dirigé par la gauche, mais en sortant des exigences du nouveau Front populaire et en nommant, je cite, des alliances de non-censure à l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qu'on entend là par des alliances de non-censure? En fait, c'est des alliances visant à empêcher une motion de censure. Je le rappelle, une motion de censure, c'est ce qui permet à la majorité absolue de l'Assemblée nationale de voter pour pousser à la démission un gouvernement qui serait nommé. Et justement, dans un communiqué qui a été publié dimanche soir, Emmanuel Macron a appelé les socialistes, les écologistes ou encore les communistes à proposer, je cite, des chemins pour coopérer avec les autres forces politiques, le tout donc sans mentionner la France Insoumise. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, s'est d'ailleurs dit ce jeudi prêt à discuter avec toutes les formations politiques républicaines sur la base d'un projet qui est celui arrivé en tête, même s'il sait que 100% de ce programme ne sera pas appliqué. Bref, la position d'une grande partie du nouveau Front populaire aujourd'hui, ça semble être une position visant toujours à vouloir Lucie Castet comme première ministre, mais avec donc des échanges et des dialogues pour éviter une motion de censure qui renverserait donc ce gouvernement dès le premier jour. Lucie Castet elle-même d'ailleurs a répété ces derniers jours que l'objectif n'était plus d'appliquer le programme et rien que le programme du nouveau Front populaire, car ils savent qu'ils n'ont qu'une majorité relative et qu'ils vont devoir aussi donc compter sur d'autres députés. De son côté, on en a déjà parlé il y a quelques jours, la France Insoumise, membre du nouveau Front populaire, a annoncé vouloir lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Autrement dit donc, une procédure visant à virer en quelque sorte Emmanuel Macron. Le parti accuse le président de la République d'un coup de force institutionnel et d'abus de pouvoir en ne laissant pas la chance à Lucie Castet d'essayer donc à minima de gouverner sans faire face à une motion de censure. Il faut savoir qu'en théorie, une telle destitution, elle est possible. C'est un dispositif qui est prévu par la Constitution, qui est donc la norme suprême du pays. Sauf que en l'état actuel des choses et dans les faits, ça semble extrêmement compliqué. Seul le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, peut statuer sur une telle procédure et elle doit être adoptée par une majorité des 2/3 de chaque chambre. Je vous la fais courte, mais là, si on fait des calculs, ça paraît extrêmement peu probable qu'une telle situation arrive. Et d'ailleurs, on peut noter que même au sein du nouveau Front populaire, tout le monde n'est pas d'accord avec cette procédure. Le PS, par exemple, semble avoir pris ses distances et donc ce n'est même pas certain que tout le nouveau Front populaire voterait une telle chose. Alors sinon, de l'autre côté, du côté de la droite, les Républicains refusent de saisir la main tendue par le président Emmanuel Macron. En tout cas, ils refusent de former une réelle alliance avec le camp présidentiel. On peut aussi noter que Laurent Wauquiez, donc des Républicains, a jugé décevant le dernier échange avec le président de la République dans le cadre de ces consultations. Pour résumer donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron refuse de nommer Lucie Castet. Juridiquement, il est en droit de ne pas la nommer. Rien ne l'oblige en soi de nommer un nom issu du camp arrivant en tête aux élections législatives. Mais beaucoup estiment donc que c'est un déni de démocratie de ne pas laisser sa chance à Lucie Castet. De son côté, dans un communiqué diffusé par l'Elysée, Emmanuel Macron met en avant un besoin, je cite, de stabilité institutionnelle, avec potentiellement donc cette question d'une motion de censure auquel pourrait faire face Lucie Castet. Mais alors, si ce n'est pas elle, qui est pressenti pour être nommé par le président français? Alors on en a déjà parlé, il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a d'abord des personnalités de droite, comme Xavier Bertrand, qui est donc le président de la région Hauts-de-France, ou encore Valérie Pécresse,
Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate des Républicains. Vous vous en souvenez très probablement lors de l'élection présidentielle de 2022. Alors l'idée potentielle avec ces noms, ce serait d'essayer de créer des ponts et des liens avec le parti de droite, les Républicains, pour essayer d'avoir une majorité relativement solide et donc éviter toute motion de censure en créant un pont entre le camp présidentiel et les Républicains. Et l'autre option qui est avancée notamment par le journal Le Parisien, c'est la piste de Bernard Cazeneuve. Alors Bernard Cazeneuve, c'est l'ancien Premier ministre de François Hollande. C'est une piste de plus en plus importante visiblement. Il assurerait, lui, avoir envie, je cite, d'une vraie cohabitation avec Emmanuel Macron, avec, je cite, selon lui, une vraie politique de gauche crédible. Mais le truc, et vous le savez peut-être si vous suivez ce format depuis quelques années, c'est que Bernard Cazeneuve n'est pas une personnalité franchement appréciée par tout le nouveau front populaire. Il faut savoir que Bernard Cazeneuve a quitté le parti socialiste en 2022 lors de la naissance de la NUPES à l'époque, donc l'alliance à gauche, ancêtre en quelque sorte du nouveau front populaire. Pour la faire courte, certains donc du nouveau front populaire estiment qu'il n'est pas assez à gauche et ne lui font pas forcément confiance pour donc appliquer au moins une partie du programme du nouveau front populaire. C'est donc une option qui est sur la table, mais à voir donc si elle se fait réellement. Il y a aussi une autre option, celle d'un gouvernement technique. Donc en gros, un gouvernement où les ministres ne sont pas des personnalités politiques engagées, mais davantage des hauts fonctionnaires, des économistes ou des experts qui seraient reconnus pour leurs compétences. Mais tout cela, évidemment, est encore très très flou. Faut voir ce que ça cache derrière, ce que ça veut réellement dire, et s'il y a tout de même une affinité ou une appartenance politique à de telles personnalités. En tout cas, je le disais, la France Insoumise, le Parti communiste ou encore plusieurs syndicats étudiants et lycéens ont appelé à une mobilisation dans les rues le 7 septembre pour contester la décision d'Emmanuel Macron d'écarter Lucie Castet. On peut noter que c'est une mobilisation jugée nécessaire par Sophie Binet, qui est leader du syndicat de la CGT, mais qui n'a pas appelé à aller clairement manifester. On peut noter tout de même que les écologistes, eux aussi, vont participer. De son côté, Emmanuel Macron a décollé pour la Serbie pour une visite de 2 jours, pour notamment conclure la vente de 12 avions de combat français Rafale. L'annonce donc d'un nouveau Premier ministre pourrait être faite après vendredi, mais avant dimanche soir, d'après Le Parisien ou encore France Info. Dans tous les cas, on verra ce qu'il en est réellement. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Ça me semble en tout cas intéressant d'analyser et de faire un point sur la situation avec ce que l'on sait. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info. Plus de 2000 enfants dorment dans la rue en France à quelques jours de la rentrée scolaire, selon un baromètre d'UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité publié ce jeudi. Ce chiffre est en augmentation de 120% par rapport à 2020, où 927 enfants dormaient dans la rue. Parmi ces 2000 enfants, 467 ont moins de 3 ans. Ils vivent principalement dans les grandes villes comme Paris, Strasbourg ou Lyon. Adeline Hazan, la présidente d'UNICEF France, dénonce une violation flagrante des principes de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Cette augmentation est due en partie à la difficulté d'accès aux logements sociaux et à la saturation des structures d'hébergement qui ne peuvent plus garantir de place, même aux familles avec de très jeunes enfants. À noter que selon le collectif des associations unies, un regroupement d'associations d'hébergement, ce chiffre est probablement sous-estimé par rapport au réel. Deuxième info, l'armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir tué 5 combattants palestiniens retranchés dans une mosquée au 2e jour d'une opération militaire menée en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé. On vous en parlait hier, Israël y mène en ce moment ce qu'elle appelle une opération antiterroriste après avoir accusé l'Iran de vouloir établir un front terroriste sur le modèle de Gaza et du Liban dans le pays. Mercredi, l'armée israélienne annonçait avoir tué 9 personnes. Sauf que, selon l'ONU, les victimes incluent aussi des enfants. L'organisation a dénoncé, je cite, des tactiques de guerre meurtrières qui semblent dépasser les normes internationales en matière de maintien de l'ordre. Les attaques ont aussi fait une vingtaine de blessés selon le Croissant Rouge palestinien, une organisation humanitaire. Troisième info, après 4 jours en garde à vue, le patron et fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a été libéré ce mercredi, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français. Il est notamment mis en examen pour complicité d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée ou encore blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. Il avait été arrêté à l'aéroport du Bourget samedi dernier à sa sortie de l'avion et avait été placé en garde à vue. La justice française l'accuse de ne pas assez agir contre les contenus illicites diffusés ou organisés sur sa plateforme en refusant de coopérer avec la police par exemple. À noter qu'en parallèle, Pavel Durov est visé par une enquête pour des violences graves sur l'un de ses fils né en 2017, à l'époque où il habitait à Paris. Cette enquête fait suite à une plainte en 2023 déposée par la mère de l'enfant et ex-compagne de Pavel Durov. Quatrième info, l'homme suspecté d'avoir tué un gendarme dans les Alpes-Maritimes en début de semaine après un refus d'obtempérer a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mercredi
pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il avait été interpellé dans la nuit de lundi à mardi après avoir percuté mortellement un gendarme et avait été testé positif à l'alcool. Il dit l'avoir percuté involontairement. 5e info, le Japon est touché depuis ce jeudi par le typhon Shanshan sur l'île Kyushu, la plus au sud du pays, qui a déjà fait 3 morts. Un typhon, c'est un ouragan situé spécifiquement en Asie et en Asie du Sud-Est. Dans le cas de ce typhon, le Japon estime déjà qu'il pourrait être l'un des plus violents de l'année dans le pays. Des rafales de vent allant jusqu'à plus de 200 km/h ont été enregistrées et plus de 250 000 foyers étaient privés d'électricité en début de journée ce jeudi. De nombreux vols à l'intérieur du pays, mais aussi internationaux, ont été annulés. Le typhon devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Et on termine avec cette info. Les adolescents sexuellement actifs utilisent de moins en moins de préservatifs, selon un rapport de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. L'étude porte sur 242 000 adolescents âgés de 15 ans dans plus de 42 pays et révèle une part de rapports non protégés que l'OMS considère comme inquiétante. 70% des garçons de 15 ans indiquent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport en 2014, contre 61% en 2022. Pour les filles, la proportion passe de 63% à 57% sur les mêmes années. Selon l'OMS, cette baisse est due à une éducation sexuelle insuffisante. L'organisation pointe aussi du doigt, je cite, les politiques réactionnaires de certains gouvernements qui visent à limiter, voire supprimer cette éducation sexuelle auprès des jeunes ces dernières années. C'est le cas par exemple de l'Italie, pays inclus dans l'étude et l'un des derniers de l'Union européenne à ne pas avoir mis en place un programme scolaire d'éducation sexuelle obligatoire. Merci beaucoup Morgane pour ces actualités en bref. Si vous avez des questions, des suggestions pour améliorer ce format, n'hésitez pas à nous le dire, notamment sur la longueur de ce format des actus du jour. C'est vrai qu'on a fait des formats un peu plus courts cet été lors du mois d'août. Là, on reprend un format un petit peu plus long, mais on est en train de voir le bon dosage, donc n'hésitez pas à nous dire directement dans les commentaires. Je rappelle aussi que ce format est dispo en podcast, donc rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. pour le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.